auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique, votre émission dans laquelle on va parler d'architecture, d'urbanisme et donc aussi de tout ça à Taïwan et bien évidemment de villes. Aujourd'hui, petite revue de presse, on va parler d'architecture et cette semaine, on s'intéresse à des articles qui donnent envie de voyager à Taïwan en suivant justement la construction. Des articles qui pullulent en ligne depuis plusieurs mois, pourtant très rares il y a encore quelques années. Peut-être un signe croissant pour le bâtiment dans le pays. Et on va aller chercher des bâtiments qui datent des articles qui datent des dernières semaines. On va commencer avec un article qui a été publié sur une revue en ligne de la Chambre américaine de Taïwan. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est tout de même un article qui est plutôt pro-américain et ça montre un petit peu les intérêts que peuvent avoir les Américains à Taïwan. Et donc, de voir ça, ça montre justement l'intérêt grandissant pour l'architecture. Alors, l'article s'appelle La construction de Taipei, d'une ville fortifiée à la skyline moderne. C'est un article qui est signé par David Frazier, habite à Taïwan depuis plusieurs années. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, David? Il nous dit qu'au cours des 2 derniers siècles, la ville de Taipei a été façonnée autant par la politique et le socio-économique que par les architectes et les urbanistes. On rentre dans le vif du sujet, on est clairement aujourd'hui dans une vision où on reconnaît le travail des architectes et des urbanistes. Je vous le dis, c'était assez rare dans les articles il y a encore un moment. Alors, il nous dit qu'il y a plus de 20 ans, avant que l'architecte C.Y. Lee ne conçoive le bâtiment le plus haut et le plus célèbre de Taïwan, la Taipei 101, une tour de 508 mètres inspirée de pagode, il en avait déjà réalisé un autre. Il s'agissait d'une structure en apparence plus modeste, un grand magasin de 15 étages à Taipei, à l'angle des Nanjing East Road et de Dunhua North Road. Le grand magasin Asia World de Taipei, rebaptisé plus tard Breeze Nanjing, qui fut achevé dans les années 80, avec un design novateur et une façade en verre incurvé, qui donne l'impression de flotter au-dessus de la rue tel un gigantesque navire. Ça a marqué, selon David, un tournant dans l'architecture de la capitale. Alors il cite Huan Qingyue, qui est un architecte de 69 ans, et un écrivain primé qui dit que après l'arrivée des nationalistes chinois du Kuomintang à Taïwan, et bien dans les années 40, pendant les premières décennies, le gouvernement a contrôlé tout le développement de la construction, même le logement. Alors, il passe en revue les différentes époques de l'architecture taïwanaise, dont on a beaucoup parlé dans l'émission, mais aussi dans l'émission On en parle à Taïwan, la pierre de la semaine, qui, pour les plus anciens d'entre vous, se souviendront, c'était il y a quelques années. Alors, il parle bien évidemment de l'influence de la dynastie Qing, qui avait contrôlé Taïwan, en tout cas une partie de Taïwan de 1683 à 1895, avec donc des constructions qui datent encore de cette époque-là, qu'on peut voir notamment avec la porte nord qu'on trouve dans l'ancienne vestige des remparts de Taipei, qui se trouve non loin de la gare centrale de Taïwan. Ensuite, il revient sur l'influence coloniale japonaise lorsque les Japonais ont pris le contrôle de Taïwan à la fin du 19e siècle. Et donc toute l'influence de la construction qu'il peut y avoir, avec notamment un bâtiment emblématique de la construction japonaise, c'est bien évidemment le palais présidentiel, qui est aujourd'hui un bâtiment qu'on voit partout, qui est très reconnu, devant lequel se passent des célébrations majeures à Taïwan, et qui pourtant, eh bien, effectivement, date de cet empire colonial japonais, d'une gouvernance différente que celle qu'on connaît aujourd'hui, et même celle qui était juste avant. Il y a même eu une transition avec Chiang Kai-shek par la suite. Donc c'est intéressant de voir justement qu'on va mettre ça en avant. Ensuite, il revient effectivement sur l'architecture d'après-guerre avec l'arrivée du Kuomintang de Chiang Kai-shek, qui a pris le pouvoir à Taïwan, et donc il met en avant d'autres constructions. On peut retrouver aussi les quartiers de militaires qui étaient construits, un petit peu de briquet de broc, d'autres grands magasins qu'on a cités tout à l'heure. Et puis le tournant à partir des années 70 avec plusieurs grandes constructions, notamment le Grand Hôtel qui se trouve non loin de la radio Taïwan International, avec une architecture inspirée des grands palais de Pékin, alors qu'on est dans un renouveau. C'est très intéressant de voir que c'était une manière de montrer que Taïwan était bien la Chine, en construisant comme ça des bâtiments qui allaient s'inspirer d'une espèce d'architecture traditionnelle, ancestrale, alors que l'ensemble est fait quand même avec des matériaux qui n'ont plus rien à voir. Et là, ici, on est en béton brut et en béton renforcé pour certaines structures, donc c'est quand même intéressant. Et puis enfin, on entre dans l'ère des gratte-ciel à partir des années 2000, avec notamment, et bien évidemment, la construction de la Taipei 101 et puis le jardin Agora, construit par signé par Vincent Calbeau, un architecte francophone belge. Et donc c'est intéressant de voir qu'il montre un petit peu tout ça, et c'est une bonne introduction, je trouve, pour cette revue de presse, de montrer cette diversité qui va donner envie de plus en plus
à des voyageurs de visiter Taïwan et de s'intéresser à l'architecture. Il y a un autre article qui vient d'une revue en ligne qui s'appelle Get Your Guide. Alors, il propose des guides et des manières de voyager à travers le monde. Et là, il donne des conseils simples pour voyager à Taïwan avec un budget limité. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il parle des plages, des marchés nocturnes animés, en passant par des randonnées économiques, mais aussi, quand on regarde un petit peu ce qui est présenté, ce qui est proposé, eh bien, ça passe quand même pas mal par des bâtiments. Dans les photos qui sont mises en avant pour promouvoir Taïwan, on a une skyline de Taipei, on voit les montagnes, mais au premier plan, on a des parcs, les parcs urbains, on a cette construction de la ville, la skyline avec la Taipei 101 bien centrale. On a ensuite d'autres photos encore où on donne ce côté tropical avec des plantes qui ressemblent un petit peu à des plantes tropicales à Taïwan, mais avec toujours un trou dans cette végétation dense où on aperçoit la Taipei 101. Et il propose comme ça des lieux de visiter des villes à travers Taïwan, on pense à Kaohsiung, et aujourd'hui quand on pense à Kaohsiung, eh bien on pense à toute cette ère reconstruite de construction contemporaine et moderne sur la baie de Kaohsiung avec ce centre de la musique pop qui doit faire penser à du corail et qui est très emblématique aujourd'hui. Alors bien évidemment on renvoie aussi vers des paysages comme les gorges de Taroko, mais bien ici dans ce voyage touristique, on met en avant aussi la qualité des transports en commun, hein, des trains qui sont faciles pour voyager à Taïwan ou encore des bus. On met en avant les marchés de nuit, et puis certaines constructions, peut-être un peu plus emblématiques comme certains temples anciens. Et c'est ça que je trouve ça très intéressant de mettre en avant comme ça aussi des quartiers, des constructions du patrimoine. Pendant longtemps, voilà, on se demande un petit peu quoi faire à Taïwan. Et bien, c'est peut-être l'architecture qui est la solution et la clé pour un voyage réussi quand on veut découvrir Taïwan sous tous ses angles, sous toutes les facettes de sa culture. Pour appuyer un petit peu ce que je vous dis, un autre exemple, récemment, il y a un magazine en ligne qui s'appelle Promenade dans les murs, le magazine Bella, la cité Bella, donc ça c'est en mandarin, qui propose les plus beaux refuges en béton de Taïwan, euh, qui propose voilà, des réalisations architecturales à travers le monde. Et en fait, ils ont fait un top 10 des logements un petit peu insolites, beaux d'un point de vue architectural. Et il y a un top 10, on y reviendra je pense dans ce top 10 pour une émission singulière et particulière, qui propose un petit peu justement une liste comme ça de 10 bâtiments qui sont intéressants et qui se visitent et qui sont construits en béton. Alors c'est intéressant parce que ça donne soit des idées de visite, mais ça peut être parfois certains lieux qui sont des lieux publics, d'autres des lieux qui sont des lieux privés pour pouvoir louer des Airbnb magnifiques en béton. Et effectivement, Taïwan a cette ambition, laisse aussi cette liberté à certains architectes d'aller construire des bâtiments, des constructions neuves avec du béton brut parfois ou du béton coffré. Donc c'est assez magnifique. Et souvent le béton, même si c'est aujourd'hui une architecture, un matériau qu'on commence peut-être à utiliser de moins en moins pour faire de la place à des matériaux naturels plus perspirants, qui sont plus efficaces pour de la construction écologique et qui permettent mieux notamment de vivre des périodes de chaleur comme on connaît en Europe mais que Taïwan connaît très régulièrement, eh bien ce contraste entre le béton brut et le vert très verdoyant des climats tropicaux et subtropicaux à Taïwan, eh bien, fonctionne toujours bien avec des grandes baies vitrées qui sont ouvertes sur les paysages. On peut se poser la question voilà, de la durabilité de ces constructions, mais en tout cas, on doit quand même saluer qu'il y en a certaines qui sont vraiment superbes, et on y reviendra plus en détail. On va terminer sur deux petits articles rapidement. Un article qui a été publié sur notre revue en ligne qui s'appelle Tuljak, et qui parle d'un conte taïwanais de deux théâtres. C'est un blog et qui est signé voilà, par un blogueur, et qui explique que depuis 12 ans que cette personne est arrivée à Taïwan, eh bien, elle avait hâte de découvrir la nouvelle architecture qui parsème le pays. Comme quoi, aujourd'hui, ça devient vraiment trendy, c'est la mode de s'intéresser à l'architecture, parce qu'en fait, effectivement, Taïwan fait de l'architecture événement, fait de l'architecture contemporaine qui sort du lot, qui fait parler à l'étranger, qui fait venir des grands journaux mondiaux, et Le Monde a parlé de l'architecture taïwanaise contemporaine, de certains grands édifices. Il y a aussi d'autres revues américaines aussi et de grands journaux américains qui ont parlé de l'architecture taïwanaise. Et donc là, ce qui est cité ici, eh bien, sans grande surprise, c'est le centre du spectacle vivant à Taipei, dans l'arrondissement de Shulin, et puis aussi ce superbe opéra de Taichung qui est réalisé sans piliers, et qui donne un peu l'impression de se balader dans une cave. Et donc, l'auteur vient nous proposer une visite, une découverte un petit peu sensible, un petit peu personnelle, d'une balade d'un blogueur au centre des arts du spectacle de Taipei, qui a été réalisé donc par l'architecture OMA, donc ça c'est à Taipei.
Et puis, il visite aussi d'autres lieux. Il visite d'autres lieux plus ambitieux. Il fait des parallèles avec des architectures qui sont construites au Portugal, à Porto par exemple. J'aime bien un petit peu ce contraste de cette balade comme ça. Et puis, il va revenir ensuite sur d'autres constructions, notamment, bah, je vous l'ai dit, sur ce bâtiment magnifique à Taichung, cet opéra, qui là a été signé donc là, par un grand architecte japonais, si je ne me trompe pas de mémoire. Il s'agit de Toyo Ito. Et donc là aussi, il déambule dans cet opéra qui est un lieu de culture par essence, mais qui devient un lieu qui se visite non pas pour se voir de l'extérieur, mais qui devient une vraie balade sensorielle en intérieur. Il y a des tas de photos qui sont partagées, il y a cette impression de cave, on voyage dans ces grands espaces entre gris et blanc, avec parfois des espaces animés, des escaliers qui nous permettent d'avoir des vues exceptionnelles, jusqu'au toit sur le sommet où on a des espèces de petits volcans, de petites résurgences comme ça qui permettent de dissimuler les réseaux d'évacuation, ce genre de choses, et qui permettent une déambulation à la fois sur le toit du bâtiment et qui permettent de voir la vue autour dans la ville de Taichung, ce qui est relativement impressionnant. Donc voilà, ça devient réellement des constructions, des visites, des balades. L'architecture n'est plus seulement quelque chose qu'on va contempler par hasard, ça devient chez les blogueurs une mode, quelque chose qu'on va aller rechercher. Et ça, pour moi, je trouve ça très intéressant dans le virage de l'architecture taïwanaise et dans tout ce que ça peut apporter pour le futur du développement de cette architecture. Nous arrivons donc au terme de cette émission, c'était Clément Tricot. Vous écoutiez La Ville en pratique. Moi, je vous donne un rendez-vous bientôt pour d'autres émissions et surtout, et bien évidemment, portez-vous bien.